Ça y est, normalement, nous sommes connectés en direct. Merci Catherine Racure pour l'organisation et le lancement de ce nouveau web colloque 30 minutes avec. Ce soir, nous sommes avec le professeur Manuel Bouvard qui est à Bordeaux. Manuel Bouvard est professeur des universités, praticien hospitalier, PUPH, médecin psychiatre de l'enfant et de l'adolescent et anciennement directeur du Centre Ressources Autisme Aquitaine. Professeur Bouvard, c'est un nom qu'on connaît bien dans le neurodéveloppement. Et il va ce soir aborder une question tout à fait fondamentale. TSA, jusqu'où va le spectre? Si vous nous avez suivis cette semaine, vous avez peut-être eu accès au web colloque que nous avons réalisé avec Laurent Mautron et Franck Ramu. Et c'est évidemment une des questions autour desquelles on nous a demandé d'approfondir. Donc, ça sera chose faite ce soir avec le professeur Bouvard. Merci, monsieur Bouvard, d'avoir accepté notre invitation. Je ne me suis pas présenté, je m'appelle Léonard Venezel, je suis psychologue spécialisé en neuropsychologie de l'enfant et de l'adolescent et je suis directeur scientifique d'Octopus Formation. Je suis actuellement à Paris où il fait très froid. Je dis un tout petit mot d'introduction et je vous laisse la parole, professeur. Le déroulement, c'est toujours le même, vous en avez l'habitude. 30 minutes de conférence avec le professeur Bouvard, puis 30 minutes d'échange avec les participants par le biais du chat. N'hésitez pas à poser vos questions. Vous pouvez les poser au cours de la conférence du professeur Bouvard ou alors vous attendez qu'il est terminé. Je rappelle que le chat est un espace de travail et non pas de discussion, sinon on s'en mêle assez vite. Et nous, on a des problèmes pour noter précisément vos questions. Vous serez libre à 19h00 et bien entendu, avec l'accord du professeur Bouvard, si vous souhaitez son diaporama, nous aurons le plaisir de vous le transmettre. Un replay sera disponible à l'issue de ce webinaire. Donc, si votre connexion fonctionne mal, si votre petit dernier vous sollicite trop ou tout simplement que vous avez autre chose à faire, eh bien, n'hésitez pas vous pouvez reprendre plus tard avec la diffusion du web colloque. Voilà, il me reste à vous remercier toutes et tous pour votre attitude toujours très, très efficace et professionnelle pendant nos webinaires. Je vous souhaite une excellente conférence. Professeur Bouvard, je vous ferai signe quand on en sera à peu près 20 minutes de conférence de votre part. Et puis ensuite, on pourra attaquer les questions du public. Je vais débrancher ma caméra, mais bien entendu, je reste dans l'ombre tapis en cas de problème. Très bonne conférence à tous et merci encore, professeur, d'avoir accepté notre invitation. Eh bien, merci à vous. Bonjour, bonjour à tout le monde. Alors, c'est toujours un peu frustrant là, de ne pas se voir en présentiel, mais j'espère que ça n'empêchera pas les échanges. Je suis très heureux de participer à cette formation. Et ce que je vais vous proposer dans ces 30 minutes, c'est de parcourir un peu le concept de trouble du neurodéveloppement, de regarder à la fois comment il s'est construit et comment il s'est développé et surtout de regarder quelles en sont les implications finalement pratiques à la fois sur le plan thérapeutique et sur le plan clinique. Donc, merci de cette présentation. On a une expérience ici à Bordeaux maintenant ancienne depuis plus de 20 ans dans les problématiques de troubles du neurodéveloppement avec notamment un pôle neurodéveloppemental qui s'est construit progressivement au fur et à mesure aussi de nos connaissances. Donc, je partirai un petit peu dans cette question où, bien évidemment, la réponse, je ne sais pas si vous l'aurez au bout, mais ce que je voudrais, c'est vous amener ce concept-là, vous essayer de vous en donner un peu les implications pratiques et les implications cliniques. Et n'hésitez surtout pas dans les questions, si des aspects n'ont pas été clairement posés, à venir me re-questionner dessus. Alors, comme vous le savez, la question on va partir de l'autisme qui est né, le concept et la description après la guerre sous l'égide de deux grandes publications finalement qui sont succédées dans le temps très rapidement, celle de Léo Kenner en 1943 qui décrit la première constellation clinique et qui va introduire le terme d'autisme, enfin, pas tout à fait l'introduire d'ailleurs, si on veut être précis, puisque le terme d'autisme était utilisé auparavant pour décrire la composante un petit peu déficitaire qu'on trouvait chez les patients ayant une schizophrénie. Mais c'est lui qui fait cette description princeps.
Et puis sur la droite, alors je ne sais pas si la flèche apparaît sur l'écran, mais sur la droite, Hans Asperger, qui va en fait, lui, décrire aussi quelque chose qu'il appellera la psychopathie autistique. Il se trouve simplement que pour des raisons multiples, mais notamment parce que son article a été publié en allemand, cette publication ne va émerger que dans les années 80, alors qu'elle date de 1944. Ce qui est intéressant dans cette naissance, si je peux dire, c'est que finalement, il va y avoir deux repérages, de descriptions cliniques qui sont presque simultanées et qui vont d'emblée poser la question de la diversité de ce trouble, avec des formes que Léo Kanner décrit comme des formes avec un repli social très important, des enfants qui communiquent pratiquement pas. Il en décrit une intelligence normale, mais il décrit des enfants très repliés sur eux-mêmes, très pris dans ce qu'il appelle l'immuabilité. Et puis Hans Asperger, qui de l'autre côté décrit des enfants, des jeunes, d'ailleurs c'est plutôt des adolescents, qui présentent des difficultés de communication sociale, des particularités, mais qui ont un langage plutôt bien développé, parfois même très pseudo-mature, et qui ont des particularités dans leurs intérêts, avec des intérêts qui sont restreints et parfois des compétences exceptionnelles dans certains domaines. Donc, deux descriptions qui semblent très éloignées l'une de l'autre et qui pourtant posent déjà la question de ce que va être la continuité entre ces formes. Un petit mot sur Hans Asperger, dont l'histoire a pu démontrer qu'il n'avait pas forcément toujours été très bien positionné dans le contexte dans lequel il était. Je vais rester très évasif dans ce domaine, mais pour rappeler que ce qui a été décrit initialement comme le syndrome d'Asperger, et qui reste assez connu sous ce terme, a changé de dénomination relativement récemment pour prendre le nom de troubles du spectre de l'autisme sans déficience intellectuelle. Donc ces deux descriptions posent les deux aspects d'un spectre qui déjà était en train de se constituer. Ce spectre, il a été, les travaux qui ont suivi l'après-guerre, aussi bien sur le plan de la clinique et puis ensuite des travaux qui se sont intéressés à essayer de comprendre les mécanismes qui les sous-tendaient, ont montré, c'est comme ça que s'est constitué le spectre initialement, qu'entre la forme que Kanner décrivait avec une symptomatologie de repli social, de trouble de la communication sociale, de stéréotypie, d'immuabilité, donc de formes d'autisme très marquées, et les formes d'Asperger qu'Asperger avait décrites, qui sont des formes sans atteinte cognitive, avec souvent donc des compétences de communication, notamment de communication verbale, bien, voire très bien développées, et ben, il y avait une continuité. Et cette continuité, elle a été établie par de nombreux travaux qui ont montré que finalement, il n'y avait pas un cut-off au milieu qui séparait ces deux formes et que finalement, quand on regarde les populations de personnes avec autisme, on s'aperçoit que ces personnes s'établissent selon une continuité entre les formes les plus sévères et les formes les moins sévères. Et ce qui est important, c'est alors que la description de Kanner englobait à la fois dans sa description les troubles de la communication sociale et de l'interaction et le déficit cognitif, Asperger, lui, en décrivant des formes plus sévères, a aussi montré qu'il y avait une plus grande diversité des manifestations et une plus grande diversité des symptômes. Et on est passé donc à l'acceptation actuelle, récente, qui est celle du DSM-5, de la CM11, qui sont les classifications, vous le savez, internationales des troubles psychiatriques, à la notion de trouble du spectre de l'autisme, pour dire finalement, il y a des choses qui sont communes entre toutes ces formes. Qui touche, c'est un trouble qui va toucher la composante d'interaction sociale, de partage social. Ça, c'est quelque chose qui est commun. Il y a des éléments communs qui vont être les difficultés comportementales et la tendance à se restreindre sur des intérêts qui sont soit très personnalisés, soit très limités dans l'environnement. Et l'autre point qui est un point important, c'est que le DSM
en tant qu'il représente aujourd'hui l'idée des, c'est pas une Bible, mais il représente aujourd'hui une synthèse un peu de nos connaissances dans le domaine, intègre deux choses. L'idée que c'est un trouble du développement, et on va voir qu'il intègre même ce concept que vous connaissez sans doute de trouble du neurodéveloppement. Je m'y arrêterai rapidement. L'idée qu'il y a un trouble qui va toucher des fonctions développementales. Et cette fonction développementale qui nous préoccupe particulièrement dans les troubles du spectre de l'autisme, c'est la fonction de l'interaction sociale, c'est-à-dire la capacité à rentrer en relation par le langage ou par la communication dite non verbale, sur le plan avec des personnes de notre espèce. Donc ça, c'est un point important parce qu'on voit que cette définition n'inclut pas véritablement initialement créer une entité où il n'y a pas véritablement du critère de gravité, il n'y a pas de formes différentes qui sont posées. C'est d'autant plus important que le DSM-5 et les classifications qui sont parallèles, hein, la CM11 par exemple, la classification internationale des maladies va dans ce sens, va définir des spécificateurs, c'est-à-dire va dire derrière cette entité-là, trouble de la communication sociale et intérêt relativement restreint, on a des profils qui peuvent être individuellement très différents les uns des autres. Et de chercher donc une composante de description plus individualisé, avec des spécificateurs qui, vous le voyez, touchent les compétences cognitives, les capacités verbales, et puis éventuellement la sévérité des symptômes, bien sûr, et puis éventuellement l'association à des troubles de type maladie somatique ou maladie génétique. Donc ces deux points sont un peu les points d'ancrage sur lesquels se développe depuis une dizaine d'années un certain nombre de travaux. On a une entité et on va avoir un certain nombre de différences, une entité commune à toutes ces personnes, et puis des différences qui vont être liées à l'intensité ou au langage, à la cognition. Et on est passé donc du trouble autistique au trouble du spectre de l'autisme. Je m'arrête sur une dénomination qu'il est important. On parle bien du trouble du spectre de l'autisme. Et si je me suis permis de vous référencer là avec quelques tableaux de Dali, c'est juste pour vous dire qu'on est bien à l'esprit que c'est pas les troubles du spectre autistique. C'est-à-dire que c'est pas un spectre autistique qui laisserait penser que l'intérieur est clair, mais les bords sont flous. C'est pas cette espèce de vision spectrale que nous avons dans le sens commun que c'est une forme floue, finalement c'est quelque chose qu'on ne connaît pas bien. Ce n'est pas le sens qui est donné aujourd'hui, c'est le sens au contraire, du spectre au sens de la décomposition de la lumière, et que derrière une entité qui est identifiable par ses composants de déficience ou de difficulté dans le domaine de l'interaction sociale, il y a un ensemble d'éléments qu'on a vu au travers des spécificateurs qui donnent pour chacune des personnes avec autisme finalement un tableau qui peut être très différent les uns des autres. Donc il y a les choses communes et puis les choses différentes. L'enjeu de cette compréhension est important parce que très souvent encore, et malheureusement on entend la notion de trouble du spectre autistique être donnée, c'est que l'enjeu, c'est derrière la question du diagnostic, et on va bien évidemment s'intéresser à cette question-là, qui est les choses qui sont communes à l'ensemble des personnes, et bien, il y a toute une marge de ce qu'on a déjà évoqué de diversité derrière, et on va voir que, et c'est peut-être un des messages que je souhaiterais commencer à vous faire passer aujourd'hui, c'est que derrière le diagnostic, la notion de bilan individuel, d'avoir un profil individuel à la fois à un instant T, mais aussi au cours du développement, est absolument fondamental parce que c'est sur ce bilan-là, ce profil individuel, qu'on va construire les projets d'accompagnement et de traitement. Alors, pourquoi le trouble du neurodéveloppement? Pourquoi on a intégré l'autisme dans le trouble du neurodéveloppement? C'est parce que, et ça a été un ensemble de travaux que je trouve tout à fait majeur aujourd'hui dans la compréhension de comment se développe l'enfant, c'est de considérer que la capacité à rentrer en relation sur le plan humain, alors encore une fois avec les outils de la communication humaine qui peuvent être le langage, mais pas seulement, hein, la communication non verbale joue une place extrêmement importante dans notre façon de rentrer en contact les uns avec les autres,
c'est de considérer que l'autisme est une altération et que cette capacité-là est une compétence développementale. Ces compétences développementales sont des compétences qui apparaissent chez tous les enfants, tous les petits humains, et qui sont des compétences qui vont apparaître au cours du temps et qui ont comme mission l'adaptation de la personne à son environnement, l'acquisition d'expériences. Sans ces compétences-là, on ne va pas pouvoir accrocher les fruits des expériences. Et quand on va parler de troubles du développement, et puis on verra que c'est renforcé par l'idée du trouble du neurodéveloppement, on va parler d'altération de ces fonctions ordinaires du développement, qui sont multiples et qu'on commence de mieux en mieux à identifier, à savoir donc des altérations qui sont des processus qui apparaissent précocement dans la vie et qui ont la particularité de durer toute la vie. C'est-à-dire que quand on a altéré, qu'on a des fonctions d'altération, bien sûr que les stratégies d'intervention vont viser à les améliorer, mais schématiquement, ce sont des anomalies ou des difficultés qui vont durer toute la vie. D'où un point très important, c'est que la question de l'autisme, ce n'est pas qu'une question d'enfant, c'est aussi une question d'adolescent et c'est aussi une question d'adulte. Et c'est un des enjeux aujourd'hui très importants de continuer de projeter nos stratégies d'accompagnement, d'identifier, de reconnaître les problématiques d'autisme chez les adolescents et chez les adultes. Le deuxième point, qui est aussi un point qui me semble aussi très important dans cette notion de trouble du développement, c'est l'idée que quand on a une fonction développementale qui ne se met pas en place de façon fonctionnelle, on va développer des mécanismes, on va tenter de développer des mécanismes dits de compensation et de s'adapter quand même à son environnement. Et la personne avec autisme va chercher, mais si elle n'a pas les outils de la communication humaine, elle va chercher quand même à communiquer ses besoins et qu'une partie des symptômes cliniques ou des symptômes comportementaux qui sont rencontrés chez les personnes avec autisme sont parfois des tentatives de communication. On l'a pu le voir, par exemple, dans certains troubles du comportement. Bien évidemment, c'est une communication qui est non fonctionnelle, qui est non productive, parce que elle aboutit pas à une compréhension chez l'interlocuteur, mais elle s'inscrit dans une stratégie, en tous les cas, d'essayer de communiquer un besoin, de communiquer parfois une envie. Et un des enjeux, et je pense que ce qui a beaucoup fait progresser aujourd'hui le monde de l'autisme et le monde de l'accompagnement de l'autisme, c'est de se dire qu'il y a des clés de compréhension qu'il faut mettre en place et que quand on fait le diagnostic, au-delà de la question des critères d'un diagnostic et de la catégorie diagnostique, c'est de comprendre quels sont les outils que va utiliser l'enfant ou la personne pour communiquer, pour s'adresser à autrui. Et l'autre point, c'est qu'on a parfois confondu, et ça l'est encore, confondu ce qui pouvait être du champ de certains troubles du comportement comme inhérents au monde de l'autisme, comme quelque chose qui appartenait à la clinique de l'autisme, et qu'on a utilisé des stratégies de traitement sur ces troubles du comportement sans jamais essayer de voir, ou relativement tardivement, quels étaient les enjeux de certains de ces troubles du comportement. Et le troisième point important, c'est que quand on parle de troubles du développement, on va parler bien sûr de stratégies d'intervention, de stratégies d'accompagnement, de stratégies de soins, et, avec une acceptation large de ce qu'est le soin, qui vise à promouvoir les compétences qui sont touchées, mais qui vise aussi à promouvoir des compétences d'adaptation fonctionnelle. On va donner des outils de compréhension, de communication qui soient fonctionnels, c'est-à-dire qui vont permettre à la personne avec autisme de s'exprimer et de développer une autonomie de son contact dans le contexte dans lequel il vit. Et ça, c'est un enjeu aussi important, c'est-à-dire qu'on ne guérit pas de l'autisme, mais tout ce qu'on va pouvoir faire, c'est de permettre à ces personnes de s'adapter, d'être autonomes, de se développer, d'acquérir des acquisitions. Enfin, le point important et qui rassemble l'ensemble de ces troubles du développement, c'est qu'aujourd'hui, c'est assez clairement démontré, l'ensemble de ces troubles sont associés. Alors, les liens de causalité, c'est toujours compliqué à faire, mais qu'on sait qu'il y a maintenant, de façon assez clairement démontrée, des anomalies du développement cérébral qui y sont associées, ce qui amène aujourd'hui
à utiliser ce terme de neurodéveloppement pour dire c'est des anomalies de développement en rapport aussi ou associées avec des anomalies du développement cérébral, donc quelque chose qui va se produire sans aucun doute très précocement au cours de la neurogénèse, donc dès la fin du premier trimestre de grossesse, où ces anomalies vont se mettre en place progressivement avec des conséquences qui vont être effectivement très différentes. En mettant tout ça face à face, on a pu aussi observer que finalement, il y a un certain nombre de ces troubles qui semblent très éloignés dans leur clinique les uns des autres et qui pourtant partagent toutes ces caractéristiques-là. C'est-à-dire un trouble du développement qui touche une fonction développementale, un trouble qui va durer toute la vie, un trouble qui est associé à des processus de compensation et un trouble qui est associé à des anomalies du développement de tout partie ou de certains réseaux du cerveau, et ça de façon précoce. Et c'est comme ça qu'on a regroupé un certain nombre de ces troubles. Je vous donnerai rapidement les éléments pour laisser penser que ce regroupement, il n'est pas simplement l'idée de quelques chercheurs ou de quelques sachants quelque part pour les mettre, c'est aussi parce qu'il y a entre ces troubles, malgré leurs différences cliniques, malgré sans doute une partie de différence dans les modalités de prise en charge, beaucoup de choses qui sont communes. Le trouble du spectre de l'autisme dont on a commencé à parler, mais il y a aussi tous les troubles des apprentissages, les fameux DIS, dyslexie, dysphasie, les fameux troubles de la coordination, qu'on appelait dyspraxie, les troubles, et un trouble qui nous intéresse, et je ferai un petit focus dessus, qui sont les troubles de la régulation de l'attention et du comportement, qui est connu donc sous le terme de TDAH. Et on voit que ces troubles partagent ensemble un certain nombre de caractéristiques cliniques, de caractéristiques aussi évolutives et de caractéristiques développementales. Et on va voir que ça a une conséquence. Et ce regroupement, il a aussi une conséquence, c'est que des stratégies d'intervention peuvent s'adresser aussi bien à des enfants qui ont des problématiques d'autisme qu'à des enfants qui ont des problématiques de dyspraxie ou des problématiques de TDAH, et qu'il y a une certaine transversalité à réfléchir. Et là encore, c'est le bilan individuel, c'est le profil individuel de chacun de ces enfants qui nous permettra de mieux le comprendre. Alors, il y a eu plusieurs arguments, je vais les passer rapidement, qui nous ont permis aujourd'hui, qui entérinent un peu cette dimension. Ce sont des études d'abord qui ont été faites en Australie qui montraient que sur des marqueurs développementaux, je ne veux pas vous exposer complètement ces travaux, mais c'est juste pour vous dire que quand on regarde des marqueurs développementaux, qu'on prend les pathologies, les troubles du développement, et vous les avez, sauf les bleus clairs qui sont les sujets contrôle, il n'y a pas de marqueur du développement, que ce soit le langage, la cognition, qui soit spécifique d'un de ces troubles. Et que finalement, ces marqueurs importants, la motricité, l'attention, les fonctions exécutives, l'interaction sociale, etc., se retrouvent finalement dans ces différents troubles. Et l'autre élément dont vous avez probablement entendu parler, qui est une grande cohorte, qui est toujours d'ailleurs en cours, mais dont les publications remontent maintenant à plusieurs années, qui a été menée par l'équipe de Christopher Gillberg en Suède, qui s'appelle l'étude Essence, a montré qu'il y avait une association très importante entre ces troubles les uns avec les autres, et qu'il y avait notamment des enfants qui présentaient des pathologies multiples du développement. Et ça, c'est retrouvé dans les associations et la fréquence de ce qu'on appelait la comorbidité ou l'association clinique entre ces troubles qui a été retrouvée de façon très régulière. Professeur Loire, il vous reste une dizaine de minutes. Ça marche, je suis dans mon timing. Alors, un point important, là, je suis passé vite, mais un des points importants, et ça a été très bien montré par l'étude de Christopher Gillberg, c'est de montrer que la porte d'entrée dans le soin, la porte d'entrée dans le repérage, initialement, et c'est quelque chose qui est très vrai en France, elle fait que selon que vous rencontriez un médecin généraliste, un psychiatre, un psychologue, une orthophoniste, la trajectoire et la prise en charge va être complètement différente. Et un des enjeux aujourd'hui, ça va être d'harmoniser. On y reviendra peut-être à la fin. Je vais avancer rapidement pour aller faire un petit focus sur les liens qui existent entre l'autisme et le TDAH. Alors, le TDAH, on sait ce que c'est. Je pense que vous le connaissez. C'est un trouble qui est décrit là aussi depuis très longtemps, qui est un trouble de la régulation du comportement et un trouble de régulation de l'attention
et qui se caractérisent par des enfants qui ne peuvent pas se réguler et qui ne peuvent pas adapter leur comportement ni leur activité mentale au contexte. C'est un truc que connaissent bien les parents et qui est encore l'objet d'un retard diagnostique, notamment en France important. C'est bien connu des parents et puis c'est bien connu des enseignants qui connaissent bien aussi la problématique, puisque le principal retentissement de ce trouble, caractérisé par de l'impulsivité, un grand déficit d'attention, une très forte distractibilité et bien évidemment les difficultés scolaires. Bah, quand on a regardé ça d'un peu plus près et qu'on a essayé de regarder les liens entre autisme et TDAH, d'abord, on a aperçu cette forte comorbidité et on a essayé de regarder quels étaient les processus qui étaient à l'œuvre, de faire des sous-catégories. Et on s'est rendu compte qu'il y avait sans doute probablement des choses qui étaient communes à ces troubles, même si ça ne s'exprimait pas de la même façon et qui montraient la parenté de ces troubles l'un avec l'autre et le fait que leur association n'était pas aussi liée au hasard que ça, et notamment l'idée d'une continuité, probablement dans la gravité, entre des problèmes de communication et d'interaction qu'on avait dans le TDAH et qu'on avait dans l'autisme. Alors ça a été étayé par un certain nombre de travaux, je vais les passer vite en revue, mais par exemple, vous avez ici des ADI, des scores d'ADI. Quand on compare dans certains secteurs, notamment de la communication sociale, on s'aperçoit qu'il n'y a pas de différence majeure à niveau cognitif identique entre des patients avec un TDAH et des patients avec un trouble du spectre de l'autisme. C'est la même chose, ça c'est un travail qu'on a mené avec une échelle qui mesure spécifiquement, qui est l'échelle de réactivité sociale et de réponse sociale qui mesure spécifiquement le trouble des interactions. On s'est aperçu que les patients avec TDAH avaient des scores qui étaient intermédiaires, certes moins importants que ceux des personnes avec autisme, mais nettement supérieurs à ceux des patients qui étaient les patients contrôle. Donc il y a bien une communauté. On retrouve aussi donc quelque chose qui a été longtemps pensé comme, on va dire, le nœud cognitif dans l'autisme, qui était la difficulté à se représenter autrui, ce qu'on a appelé la théorie de l'esprit, ou à se représenter la pensée d'autrui comme différente. Là aussi, je ne vais pas vous détailler ces travaux que nous avons menés, mais on s'aperçoit que chez des enfants TDAH qui n'ont pas d'autisme, on retrouve de grosses difficultés en matière de théorie de l'esprit qui montrent bien que cette problématique d'interaction et de communication sociale, elle est aussi importante. Je ne résiste pas à vous montrer ça parce qu'il y a un autre point qui est l'objet de nombreux travaux dans ces troubles du neurodéveloppement où on voit beaucoup de choses qui en sont communes, qui sont là, ici, les travaux picturaux d'une jeune fille autiste de 4 ans, Iris, que vous connaissez peut-être, qui a peint ces magnifiques tableaux qui montrent la particularité de traitement de l'information sensorielle de cette jeune fille et qui montre à quel point il y a une façon de traiter l'information sensorielle. Et ben, ces informations-là, elles sont identiques chez les enfants, enfin identiques dans tous les cas. On va retrouver des problèmes d'intégration sensorielle chez les enfants avec un TDAH. Et quand on essaie de corréler, comme on se travaille, les particularités d'intégration sensorielle, on voit qu'il y a deux éléments qui sortent. C'est les symptômes de l'autisme et les problèmes d'attention. Donc l'attention joue un rôle aussi dans le développement de l'autisme et joue un rôle dans le domaine du développement des compétences sociales. Même constat en matière d'exploration neuropsychologique où les fonctions exécutives, elles sont touchées de façon pas tout à fait identique, puisqu'on a plutôt des processus qui touchent le contrôle inhibiteur et la mémoire de travail dans le TDAH et la flexibilité dans les troubles du spectre de l'autisme, mais on va trouver un panel, des profils exécutifs qui ne sont pas très éloignés les uns des autres dans ces deux types de troubles. Je vais peut-être passer sur cette diapositive, on y reviendra peut-être. Je voulais juste regarder un tout petit peu l'aspect neuro. On commence à connaître aujourd'hui non pas les lieux de l'autisme ou du TDAH, mais les réseaux qui sont impliqués. Ces réseaux, ils sont finalement ils ne sont pas très éloignés. Alors, il y a des réseaux qui sont des réseaux dans le traitement de l'information cognitive, des réseaux dans le traitement de l'information émotionnelle et dans le repérage du signal. On s'aperçoit que ces processus-là, ils sont altérés dans tous ces troubles du neurodéveloppement. Ils sont altérés aussi bien chez les sujets qui ont des problèmes de dysphasie, chez les sujets qui ont des problèmes de dyspraxie, que chez les sujets qui ont un problème d'autisme ou de TDAH. Donc, il y a dans ces troubles du neurodéveloppement, là aussi, maintenant qu'on a des explorations plus avancées, des éléments qui nous permettent de dire qu'il y a des réseaux qui sont touchés. Alors, pas de façon équivalente, il y a des endroits où c'est plus touché dans certains endroits, mais qui sont touchés de façon
au moins symétrique. Je passe sur cette diapositive, c'est juste pour vous dire que derrière la diversité diagnostique, et quand on va rechercher un peu quelles sont les dimensions qui sont derrière, on s'aperçoit que dans tous ces troubles, on va retrouver d'abord des altérations d'un certain nombre de réseaux de structures, on va trouver des altérations du contrôle attentionnel et du contrôle inhibiteur, des altérations de l'intégration sensorielle, et des altérations, j'ai passé vite cette diapositive, du traitement de l'information humaine, du décodage de l'information humaine, et que ces trois composantes, c'est des composantes qui peuvent être repérées très précocement dans le trouble. Je vais rapidement sur les éléments de conclusion parce que l'heure tourne, mais pour vous dire aussi qu'il y a des choses qui sont intéressantes, c'est le rôle de facteurs qui contribuent au développement de ces troubles du neurodéveloppement. Alors, les causes, on ne les connaît pas, on connaît les facteurs qui vont contribuer à des anomalies de ces développements cérébraux. Parmi ça, on sait qu'il y a des anomalies qui viennent de l'environnement extérieur, et que, par exemple, les études qui ont été faites, alors je le prends, c'est un peu aujourd'hui des choses dont on parle plus fréquemment, mais par exemple les pesticides, si on prend simplement la question des pesticides, quand on regarde aujourd'hui chez les sujets, le risque d'exposition aux pesticides, c'est un risque d'atteinte du développement cérébral chez l'enfant, et que cette atteinte, elle va donner en fonction probablement d'un profil génétique initial, elle va donner l'un ou l'autre trouble, ou parfois les deux. Les enjeux, et je suis très proche de ma conclusion. Les enjeux, ils sont multiples, ils sont d'abord thérapeutiques. Je vous l'ai dit, certes, il y a le traitement de l'autisme, le traitement du TDAH, c'est sûrement des traitements qui sont différents, parce que mais c'est la clinique qui va nous guider. Ce qui, je trouve, assez important, c'est qu'aujourd'hui, il faut considérer que les différents outils d'accompagnement et d'intervention dont nous disposons, c'est un peu une boîte à outils. Et par exemple, la remédiation cognitive, elle peut être utile chez les enfants avec TDAH, mais aussi chez les enfants avec autisme ou chez les enfants avec des troubles des apprentissages, que le traitement des habiletés sociales, le traitement sur les compétences sociales, c'est bien sûr un des actes importants dans les troubles du spectre de l'autisme, mais c'est aussi quelque chose qu'il ne faut pas négliger dans l'adaptation et le fonctionnement des sujets avec une dyspraxie, par exemple, mais aussi avec un TDAH. Et puis, on sait qu'on connaît les traitements pharmacologiques qui marchent sur les problèmes d'attention dans les formes sévères, comme le méthylphénidate. Et ces outils-là, ils peuvent être utilisés dans les autres troubles du neurodéveloppement. C'est-à-dire de considérer qu'on a une boîte à outils commune et que ce qui va déterminer notre intervention, ou nos interventions, c'est finalement le profil clinique bien au-delà de la question du diagnostic lui-même. Et je termine juste par un point qui me semble très important, c'est que quand on regarde le développement de ces troubles, ils n'apparaissent pas à la même période de la vie. Bien évidemment, les premiers à être repérables, c'est les troubles du spectre de l'autisme, le TDAH, les troubles des apprentissages, c'est plus tardif. Mais un des enjeux aujourd'hui, c'est le diagnostic précoce. Le diagnostic précoce, c'est-à-dire de pouvoir intervenir avant même que la question du diagnostic soit posée. Et ça, c'est un enjeu important parce qu'on a aujourd'hui beaucoup d'arguments pour penser que des enfants qui ne sont pas repérés, il va y avoir un phénomène d'entraînement, un phénomène d'avalanche. C'est-à-dire qu'un enfant qui n'est pas repéré précocement va développer une perte d'expérience sociale, un phénomène de diminution de l'apprentissage par imitation ou de l'apprentissage social, et qu'il va y avoir un phénomène de boule de neige qui se crée, d'où l'enjeu de pouvoir repérer très tôt ces enfants-là, de les repérer ou en tout cas de les identifier le plus tôt possible et de mettre en jeu surtout, actuellement des stratégies d'intervention avant même que le diagnostic soit posé. Alors c'est l'enjeu d'un dispositif que vous connaissez un petit peu qui s'appelle la PCO. Cet enjeu aujourd'hui, qui est un dispositif qui est rentré dans le cadre de la stratégie nationale, qui vise à repérer des enfants le plus tôt possible, de repérer non pas seulement en termes de diagnostic, mais de repérer ce qu'on appelle des déviances développementales pour intervenir très tôt chez les enfants de 2-3 ans qui présentent des anomalies, même si on ne sait pas bien ce que c'est, mais de commencer à stimuler les interactions, la communication, la régulation attentionnelle très tôt, avant même que la question de diagnostic se pose. Et vous le voyez ici, ces anomalies, et on retrouve un peu des données qui avaient été développées par l'équipe de Guilberg dans Essence, qui peuvent être des troubles du tonus, des troubles de l'oralité, des praxies faciales, des troubles de la communication, bien sûr, des troubles éventuellement du traitement de l'information visuelle, des troubles de la coordination, un ensemble de petites manifestations qui signent des anomalies du développement
et qui font que ces enfants-là doivent être mis non seulement en situation de vigilance, de suivi, mais aussi sur lesquels on peut intervenir, même si le diagnostic n'est pas complètement et clairement établi. Je finis et j'espère que j'aurai été dans le timing pour vous dire que d'abord, ces troubles du neurodéveloppement représentent une approche transversale de la problématique du développement. C'est-à-dire qu'il faut considérer l'enfant, encore une fois, au-delà du diagnostic, dans ses différentes composantes de développement. Et c'est ça qui est l'élément central. Le diagnostic, c'est important, mais ce qui est vraiment central, c'est comment l'enfant fonctionne dans le domaine de la communication, la motricité, la régulation de l'attention. On a aujourd'hui beaucoup d'arguments pour penser que c'est en intervenant précocement, et vous voyez que ça rapproche les troubles, que la notion de différenciation, de vouloir séparer les troubles les uns des autres, est une notion qui nous limite dans nos interventions. L'enjeu fondamental, on ne se cachera pas, c'est aussi que derrière l'évaluation diagnostique, qui reste indispensable, et j'en suis le premier promoteur, le bilan individuel, le profil individuel est indispensable. Il est indispensable au moment du diagnostic parce que c'est ça qui va nous permettre de mettre en place des stratégies adaptées. Et ce profil, il doit être suivi, et c'est tout l'enjeu de l'approche un peu lifetime au cours du temps, parce que comme je l'évoquais, cette problématique-là, elle ne s'arrête pas à 7 ans, elle ne s'arrête pas à 12 ans, elle continue. Elle va s'exprimer autrement. Les contraintes de l'environnement, les attentes vis-à-vis d'un adolescent ou d'un adulte ne sont pas les mêmes, mais néanmoins, on va avoir à prendre en compte les particularités, les difficultés pour nous permettre d'ajuster et donc d'avoir une vision individuelle, non seulement transversale, mais aussi longitudinale. Et juste comme terme d'intervention, il y a des interventions qui peuvent être ciblées et se rappeler qu'on peut avoir des interventions sur la communication, sur le langage, des interventions sur des compétences d'interaction. On peut apprendre l'interaction ou sur l'attention. Et puis des compétences adaptatives, c'est-à-dire d'aider le sujet avec ses difficultés à s'adapter. C'est le cas notamment des habiletés sociales. Voilà, je vais m'arrêter, je suis désolé, j'ai abordé beaucoup de choses peut-être un peu différentes. Je suis maintenant à votre entière, bien sûr, pour les échanges, à votre entière disposition pour les échanges. J'espère que j'aurai respecté mon timing. Merci beaucoup, en tous les cas, de ce que j'ai pensé, c'est que vous étiez attentifs. Et c'est peut-être une illusion de ma part. Pas du tout. Je pense qu'on était tous très attentifs. Votre propos était très clair, dynamique et super bien structuré, informatif. Bravo, c'était vraiment très intéressant. N'hésitez pas à féliciter notre ami Manuel Bouvard dans le chat. Vous pouvez mettre des petits émoticônes, des applaudissements, ou juste nous dire que c'était très intéressant. Ou l'inverse. Oh non, je vous assure que c'était vraiment bien. C'était vraiment bien. C'était très riche. Dans un temps comme ça, aussi limité, c'est toujours un exercice de synthèse délicat. Alors, on va pouvoir passer aux questions des participants. On a déjà quelques questions qui sont posées. N'hésitez pas à nous poser des questions pour le professeur Bouvard. On a encore 30 minutes ensemble, sachant qu'il y a déjà quelques questions pour commencer. Alors, pour se faire plaisir, doit-on considérer le haut potentiel intellectuel comme une anomalie du développement cérébral chez un Asperger, professeur Bouvard? Qu'est-ce que vous avez à en dire? Question difficile parce que d'abord, on ne sait pas très clairement ce qu'est le haut potentiel intellectuel. On a essayé de définir les surdoués, il y a eu plein de dénominations. Il y a des profils cognitifs particuliers. Je crois que simplement, aujourd'hui, c'est pas un trouble. Ce sont des profils de développement intellectuel particuliers. Certains, d'ailleurs, quand on les regarde sur le plan psychométrique, certains pics de compétences qui les rapprochent, d'ailleurs, de certaines formes d'autisme sans déficience intellectuelle sur le plan cognitif, j'entends. Faut pas considérer ça comme un trouble. Je crois que c'est un marqueur de développement cognitif et que la question, c'est pas de les réidentifier dans un trouble. Par contre, le profil cognitif, quel qu'il soit, avec ses compétences, avec ses défaillances, avec ses déficiences parfois, est un enjeu important à identifier pour ajuster les capacités d'adaptation, pour favoriser les capacités d'adaptation. Je rappellerai d'ailleurs quelque chose qui est parfois un peu contre-intuitif. Les personnes avec un autisme sans déficience intellectuelle, ils ont un handicap qui est d'autant plus marquant qu'ils ont ce handicap invisible qu'on ne repère pas et qui ne va finalement pas conduire
très vite aux stratégies de soins. Et donc, faut pas penser que parce qu'on a des capacités intellectuelles élevées, on est moins en souffrance que quand on a, par exemple, un trouble du développement intellectuel associé. Très bien, merci pour votre réponse, professeur. C'était une question de Véronique. Je passe à une question de Rachida qui nous demande: Bonjour, vous avez abordé un lien entre pesticides et troubles de développement neurologique. Quel est notre niveau de connaissance sur cette question? Bah, les études continuent, hein, les études continuent. On a d'abord beaucoup de choses qui viennent étayer alors ce qu'on appelle en laboratoire. Hein. Alors, c'est des études qui ont été faites chez l'animal pour montrer que certains produits ont des effets aujourd'hui sur le neurodéveloppement. Quand on passe naturellement sur les études chez les enfants, c'est tout de suite plus compliqué. C'est plus compliqué parce que on est dans un lieu, il y a des facteurs de ce qu'on appelle de confusion entre les produits utilisés, le contexte, la vie, etc. Néanmoins, il y a quand même un signal qui sort, c'est que les enfants exposés à des produits qui ont une toxicité ont des altérations beaucoup, beaucoup plus fréquentes, pas tous, mais beaucoup plus fréquentes sur le plan de leur neurodéveloppement. Ce qui va faire la différence dans leur parcours, bah, c'est leur équipement génétique, c'est-à-dire qu'ils font, et c'est là où aujourd'hui on s'intéresse beaucoup à ce qu'on appelle l'épigénèse, c'est-à-dire le lien qu'il y a entre des facteurs de l'environnement et le patrimoine génétique que nous avons. On n'est plus dans une génétique directe de ces troubles du développement, mais dans ce croisement entre l'environnement et notre patrimoine génétique, et que là-dedans, les pesticides aujourd'hui, enfin les pesticides, il y a pas mal de produits toxiques qui ont été utilisés, sont des produits qui viennent démasquer, notamment quand il y a des profils de vulnérabilité qui sont de puissants démasquants. Alors, les données s'accumulent aujourd'hui, ça ne permet pas d'établir une linéarité, mais ça permet aujourd'hui d'avoir très clairement des principes de précaution dans le domaine évidents, pour des tas de raisons qui relèvent bien sûr du neurodéveloppement, mais aussi du développement de la planète. Très bien, merci beaucoup. Une nouvelle question de Véronique. Comment se fait-il que le TSA ne puisse être diagnostiqué précocement alors que les enfants sont suivis par les pédiatres dès la naissance? Alors, c'est une très bonne remarque. Alors, la moyenne de diagnostic d'un TSA, c'est 2 ans. Pourquoi c'est 2 ans? Parce que c'est le moment où la compétence développementale la plus remarquable apparaît, c'est le langage. Et là, on va voir soit la non-apparition, soit des particularités. Là où vous avez raison, c'est qu'on doit aujourd'hui faire beaucoup mieux parce que, par exemple, quand on utilise des méthodes qu'on appelle d'oculométrie, qui sont des méthodes qui nous permettent de regarder comment l'enfant regarde son environnement, on sait que très tôt, l'enfant va distinguer ce qui est humain de ce qui n'est pas humain. Et ben, on peut déjà voir chez des enfants de 6 mois des petites anomalies dans ce domaine-là. Alors, pour l'instant, ça reste expérimental, c'est presque du laboratoire, c'est des équipements, mais on a de toute façon très clairement à gagner, c'est ce que je vous disais dans ma conclusion, à former les pédiatres, hein, ça c'est clair, et surtout que même si le diagnostic n'est pas évident, même s'il n'y a pas de caractérisation évidente, de commencer des stratégies au moins de suivi régulier et puis de stimulation. Il y a maintenant des programmes qui interviennent sur des enfants qui ont des petites anomalies du développement avec l'idée qu'on va empêcher cette avalanche, cette boule de neige de se mettre en place. Merci beaucoup. Une question de Chloé. Chloé, qui je crois est une fidèle de nos webinaires. Quels outils pour distinguer le TSA du TDAH dans une démarche diagnostique, évaluation psychométrique notamment, et elle vous remercie pour votre intervention très intéressante. Alors, quels outils, j'imagine, au sens clinique du terme, au sens d'échelle, peuvent être utilisés? Alors, les outils on a maintenant des échelles cliniques, par exemple pour repérer les comportements d'inattention. Le problème de ces outils cliniques, c'est qu'ils sont naturellement très dépendants de l'âge. Certains outils vont les repérer. Ceux qui ont été développés, par exemple, pour les troubles attentionnels, c'est plutôt des outils pour des enfants de 7-8 ans, déjà au niveau primaire. Donc, on est dans des situations où il y a plutôt un processus donc d'âge. Et quand on veut travailler sur les enfants de 2-3 ans, l'avenir, pas forcément seulement aux échelles de comportement, l'avenir, il va être à des situations d'évaluation de tests, de regarder, je pense,
par exemple, je parlais de l'oculométrie, à des évaluations un petit peu de comment l'enfant explore son environnement, comment l'enfant traite, résiste aux distracteurs précocement, comment l'enfant régule son comportement. Donc, il y a des observations comportementales et je pense des observations peut-être plus neuropsychologiques qui me semblent importantes d'associer parce qu'il n'y a pas d'échelle. Les outils que je peux vous conseiller, c'est des outils qu'on utilise en pratique courante, nous, mais qui sont toujours complétés par. On essaye d'affiner nos outils psycho et vous avez des tests développementaux qui nous permettent de repérer des problématiques d'attention relativement bien avant parfois qu'on ait des symptômes évidents de TDAH. Ça, c'est l'enjeu. Après, encore une fois, les échelles sont les échelles. Si vous souhaitez, je vous les adresserai. Bien évidemment, n'hésitez pas à m'écrire. Enfin, peut-être on vous donnera mon adresse mail pour que vous m'écriviez. Je vous enverrai les outils qu'on utilise, mais pas d'outils spécifiques pour simplement cette comorbidité. Très bien, merci professeur Bouvard. Une question de Thérèse. Quid du parcours scolaire de ces enfants avec TSA ou présentant d'autres troubles neurodéveloppementaux? Alors, la première remarque, c'est que quand vous en avez plusieurs, c'est toujours pire que quand il n'y en a qu'un. Et que c'est même logarithmique, hein, c'est-à-dire que plus vous avez de troubles, plus le handicap est important et que les dispositifs d'accompagnement qui sont mis en place pour les formes de TSA, entre guillemets, j'allais dire isolés, en tout cas sans autres altérations, eh ben, ils sont malheureusement pas toujours fonctionnels quand vous avez un TDAH, parce que le TDAH, eh ben, il va venir troubler les stratégies qu'on utilise habituellement dans l'autisme. Et quand vous avez un problème de trouble de la coordination motrice, une dyspraxie ou une dysphasie, on va avoir aussi une potentialisation pour entraver les apprentissages. Donc, il faut quand même garder le principe de l'inclusion scolaire. Ces enfants doivent être inclus. Ils doivent être accompagnés avec des niveaux d'inclusion qui doivent être adaptés à leur fonctionnement. Il faut que les équipes pédagogiques soient au moins sensibilisées, sinon formées. C'est tout l'enjeu aussi des AESH formés. Et je crois qu'aujourd'hui, vous savez à quel point ça reste encore difficile, notamment dans certains troubles, d'avoir des AESH sur des durées assez prolongées pour accompagner l'empreinte, le parcours pédagogique. Je crois qu'il ne faut jamais désespérer. Tous ces enfants-là, ils doivent être traités, bien évidemment. Et les outils, quand on a plusieurs types de ces troubles, c'est vraiment de partager entre le temps thérapeutique et le temps pédagogique, hein, d'avoir ça. Donc, je crois qu'il ne faut pas perdre espoir, mais il faut donner les moyens pour les accompagner en maintenant l'inclusion scolaire comme un enjeu important de leur épanouissement et de leur vie. Merci beaucoup. Alors, une question particulièrement pertinente de notre chère Katia D, que nous saluons au passage. Bonjour et merci pour votre intervention. Que pensez-vous de la notion de trait autistique? Peut-on être un peu autiste? Alors, moi, je trouve que c'est une notion ambiguë. C'est une notion ambiguë parce que vous savez que l'idée de trait autistique, je pense que c'est ambigu parce que ça laisserait penser qu'il y ait une continuité de la rupture de communication qui va du complètement normal au complètement pathologique. C'est une notion ambiguë parce qu'on dit avec des traits autistiques, on ne sait pas bien si ça fait référence à des comportements, etc. Je suis pas très très favorable à ce type de détermination. Après, je crois qu'il y a des formes, oui, il y a des formes qui sont beaucoup moins sévères que d'autres. Il y a des formes qui sont beaucoup moins sévères que d'autres, mais il y a il y a quand même quelque chose qui s'appelle un trouble de l'interaction sociale. Il y a quand même quelque chose qui, pour qu'on arrive à une question du diagnostic, est la question de ne pas bien traiter l'information sociale, même si on a des outils de la communication, ou de ne pas bien utiliser les outils de la communication humaine. Et notamment dans ce domaine-là, chez des personnes qui ont le langage, ce qui est le plus frappant, c'est les grandes difficultés qui sont dans la communication non verbale, dans le traitement de l'implicite, dans le traitement du sous-entendu, dans la gestion de l'humour, de choses comme ça. C'est donc vous dire que très autistique, moi, je crois qu'il y a quand même une rupture entre le normal et le pathologique, avec une atteinte des systèmes de communication, d'expression et de réception de la communication humaine.
c'est pas une continuité vers le développement. Par contre, il y a des formes indubitablement où le sujet est capable d'adaptation, est capable aussi, et c'est un des axes, et chez nous, dans l'équipe, on y travaille beaucoup là-dessus, notamment à nous, Camestoy, sur la question, par exemple, de ce qu'on appelle le camouflage, c'est-à-dire la capacité qu'on a à masquer ces difficultés pour donner, donner un paraître d'être ordinaire, sinon normal. Cette notion de camouflage, elle est notamment particulièrement repérée où on commence à l'identifier chez les petites filles avec autisme, qui sont, vous le savez, on a longtemps pensé que c'était beaucoup moins fréquent. C'est sans doute encore un peu vrai, mais c'est pas si différent que ça, et qui, par contre, camouflent plus les symptômes, vont essayer de masquer leurs difficultés ou leurs difficultés sociales. Donc, très autistique, moi, je n'aime pas trop ce terme parce que je pense que, par contre, trouble des interactions, moi, c'est pour moi une rupture par rapport au développement ordinaire, mais il peut être très clairement, beaucoup plus sévère, beaucoup plus marqué chez certains que chez d'autres, jusqu'à donner le sentiment que c'est des gens qui ont des personnalités. Hein. Je vous rappelle, Hans Asperger décrivait la psychopathie autistique, il en faisait presque une personnalité. C'est discutable, je crois que c'est discutable dans cette conception-là, dans l'idée que ça puisse être un trait de tempérament ou de personnalité. Je pense qu'il y a un moment de rupture, mais voilà un peu ce que je peux vous répondre. Après, il est évident qu'il y a peut-être aussi pour ne pas tomber dans des certitudes, que bien évidemment, il y a des zones frontières qui sont très compliquées et que on a, par exemple, pour vous donner juste un exemple, nous, une consultation pour les personnes avec autisme sans déficience intellectuelle et l'autisme était devenu non pas une mode, mais enfin quelque chose qui a été beaucoup médiatisé, des gens qui viennent en disant je suis autiste. Il est clair qu'il y a des situations qui supposent vraiment une implication, enfin un regard clinique, psychologique très approfondi pour séparer certaines personnes qui ont des problèmes de personnalité et les personnes avec autisme. Donc il y a des zones où c'est pas évident c'est pas évident de faire la différence, c'est sûr. Mais il faut s'appuyer beaucoup. Pardon, je suis un peu long dans ma réponse, mais c'est juste aussi parce que faut s'appuyer beaucoup sur comment a été le développement, comment l'enfant a construit. Hein. C'est vraiment la notion de construction de la compétence, c'est importante parce que parfois on s'aperçoit qu'on va retrouver chez certains des choses qui ont des altérations de la construction de cette communication sociale précocement, avec parfois des outils de compensation qui ont permis un peu de masquer les choses ou de la rendre moins visible. Très bien. Alors, il nous reste environ 8 minutes. Professeur Bouvard, que pensez-vous de l'augmentation de cas? Est-ce que ça permet un meilleur repérage ou une réelle augmentation? C'est une question de Patricia. Patricia, vous avez donné un peu les éléments, en tout cas d'interrogation. Hein. Il y a clairement un meilleur repérage quand même. On peut dire qu'il y a aujourd'hui en France, comme dans les pays européens, une meilleure identification, plus de systèmes d'accès au diagnostic, même si on est loin de l'optimum. Mais il y a clairement une amélioration du repérage. La question de l'augmentation de cas en dehors de cette amélioration de repérage, bon, il y a eu aussi un autre phénomène, hein, il faut se le dire, depuis, vous avez vu qu'on est passé de l'autisme de Kanner, on était à une prévalence de 5 pour 10 000, hein, l'autisme de Kanner, on est aujourd'hui au trouble du spectre de l'autisme et on est sans doute au-delà des 1%. Donc, quelque chose qui est considérablement limité, tout simplement parce qu'on a aussi élargi le spectre et intégré dans les troubles du spectre de l'autisme des formes qui étaient avant pas du tout considérées comme des formes de Kanner. Donc, après, est-ce qu'on peut aujourd'hui parler d'une augmentation des problématiques d'autisme? On n'en est pas sûr. Ça, je n'en suis pas sûr aujourd'hui qu'on ait suffisamment d'arguments pour dire ça augmente, il y en a de plus en plus. Après, il faut regarder, sans doute que là, un des enjeux va être de regarder dans des populations qui sont plus vulnérables. Et c'est peut-être cela où peut-être des populations qui sont plus vulnérables ont peut-être une vraie augmentation du nombre, parce qu'on sait qu'il y a par exemple des phénomènes de ce qu'on appelle la pénétrance au niveau génétique, hein, c'est-à-dire qui fait que quand les enfants, les personnes qui ont des symptômes autistiques modérés
ont un sur-risque d'avoir un enfant qui a lui-même un autisme et que la forme est souvent un petit peu plus sévère chez l'enfant que chez le parent. Mais ce qui ne veut pas dire qu'il y a une fatalité ou un destin. Hein. On est dans des risques, on est dans de la vulnérabilité, on n'est pas dans de la certitude. Ce n'est pas une maladie génétique. Donc, je crois qu'aujourd'hui, il y a des travaux, voilà, faut regarder un peu plus. On a parlé du contexte environnemental, de voir s'il y a véritablement une augmentation par rapport à il y a 10 ans. Aujourd'hui, on ne peut pas l'affirmer en tous les cas très clairement. Très bien, merci beaucoup. Emmanuel, non, pardon. Oui, c'est ça. Emmanuel nous demande s'il faut faire une recherche génétique en cas de nouvelle grossesse dans une famille où l'aîné a été diagnostiqué TSA. Alors, d'abord, je crois que le bilan génétique, aujourd'hui, il appartient au bilan d'investigation. Quand on a fait un diagnostic de trouble du spectre de l'autisme, il faut un bilan d'investigation. On ne peut pas ne pas faire un bilan d'investigation somatique. Ça fait partie du bilan. On parle beaucoup du bilan comportemental ou psychologique, ou orthophonique ou de communication. Le bilan somatique, il en fait partie. D'abord, l'examen neurologique. L'examen, il faut s'assurer, autour de 20% des personnes avec autisme présentent une pathologie somatique associée. Nous, très régulièrement, on va faire d'emblée un électroencéphalogramme. Faut aussi s'assurer qu'il n'y a pas de déficience sensorielle, hein, visuelle ou auditive. Donc, on doit faire systématiquement au minimum un examen clinique, somatique et notamment neurologique. Ça, c'est évident. Le bilan génétique, il est fait. Alors, nous, on le fait systématiquement, mais il va se faire sur un certain nombre d'arguments. Les arguments, c'est essentiellement des anomalies morphologiques, par exemple, qui sont associées, et puis effectivement des niveaux d'antécédents familiaux au premier, au deuxième degré de troubles du développement. Alors, je rappellerai juste que la question du bilan génétique, il faut bien séparer deux conceptions différentes. Hein. Vous avez des anomalies génétiques qui sont des accidents qui surviennent en général au tout début de l'embryogenèse. C'est des accidents presque individuels. Il y a un chromosome qui va se casser dans les premières phases de la mitose et de la méiose. Donc ça, c'est pas du tout quelque chose de transmissible. Hein. C'est un accident génétique qui survient très tôt, mais qui n'est pas transmissible. Hein. C'est ce qui détermine souvent ce qu'on appelle les syndromes neurogénétiques. Et puis vous avez des gènes qui sont des gènes, transmissibles, qui sont des gènes de vulnérabilité. Et là, aujourd'hui, vulnérabilité, encore une fois, ça ne veut pas dire fatalité. C'est sûr, on sait qu'il y a un sur-risque d'avoir un deuxième enfant avec autisme quand il y en a eu un premier, mais ce sur-risque, quand on regarde ce sur-risque, il est fois 10 ou fois 20, mais on est fois 10 ou fois 20 sur des chiffres qui restent relativement bas. Et je crois que l'enjeu, bien évidemment, quand il y a un aîné qui présente un trouble du spectre de l'autisme, c'est la vigilance, mais il ne faut pas que cette vigilance entraîne des anomalies éducatives ou une hyper-anxiété qui va altérer les capacités finalement, qui va donner un biais dans le développement. Donc, aujourd'hui, il faut faire un bilan génétique dans l'autisme pour rechercher ces accidents. Il y a des familles, quand il y a plusieurs antécédents, c'est sûr qu'on va mettre une vigilance particulière, mais ça ne sera pas repéré aujourd'hui par des tests génétiques courants. Hein. Ce qu'on repère, c'est aujourd'hui, c'est plutôt des profils qu'on appelle polygéniques, parce qu'il y a plusieurs gènes qui sont impliqués et qui ont des poids variables, mais qui tout seuls ne sont pas suffisants. Donc, c'est des profils où plusieurs gènes sont touchés. Et en général, et ce qui intéresse beaucoup aujourd'hui le champ de la recherche, c'est l'interaction de ces profils-là avec l'environnement. Hein. On parlait de ce qu'on appelait l'épigénèse, c'est-à-dire la rencontre de ces profils qui sont des profils de vulnérabilité, donc il n'y a pas de fatalité à développer l'autisme, et des profils qui sont et un environnement qui est associé. Je ne sais pas si j'ai bien répondu à votre question, mais voilà. Oui, je pense que c'est très clair, d'autant que il y a une question qui arrive juste après autour de ces aspects génétiques. Alors, je pense que vous avez répondu sur l'idée de l'héritabilité, mais alors, touche-t-elle plutôt les filles que les garçons? Est-ce que les filles sont plus exposées à développer un autisme par héritabilité que les garçons? Et ça sera la dernière question pour ce soir. L'interrogatoire prend fin. Je ne me sens pas en situation d'interrogatoire, mais
Non, on ne peut pas dire ça. Ce qu'on peut dire, c'est qu'aujourd'hui, dans les facteurs, il y a eu jusqu'à présent une surprévalence chez le garçon, à peu près d'un sur quatre, un 4 garçons pour une fille. C'est beaucoup moins important parce qu'on sait que chez la fille, soit les formes sont beaucoup plus sévères, associées à une déficience intellectuelle, un trouble du développement intellectuel, soit au contraire beaucoup plus masquées. Donc on a euh, le processus d'héritabilité est le même. Ce qui fait un peu la différence, mais c'est des travaux qui sont aujourd'hui vraiment en cours. On touche un peu des questions qui sont en train d'être posées sur ces différences. C'est que dans les zones qui sont des zones touchées, qui sont des zones, ce qu'on appelle d'intérêt, où on trouve des gènes qui sont impliqués, il y a notamment certaines régions du chromosome X. Certaines zones du chromosome X et des anomalies du chromosome X sont plus souvent associées. Et ce chromosome X, vous savez, il est double chez la fille et unique chez le garçon, et que quand le gène existe, quand les gènes de vulnérabilité sont atteints sur le chromosome X chez le garçon, il y a plus de risques qu'il exprime le trouble que chez la fille qui a deux chromosomes X, donc qui peut, entre guillemets, être hétérozygote sur ce trouble. Donc, non, l'héritabilité est la même, mais l'expression ou l'implication des gènes est peut-être plus marquée chez le garçon qu'il n'est chez la fille. Très bien. Eh bien, il est 19h00. Merci beaucoup, professeur Bouvard. On a passé un super moment. Merci à tous les participants de la communauté d'Octopus pour toutes vos questions. Alors, je sais qu'il y aura de la frustration puisqu'on n'a pas pu répondre à toutes les questions qui se posaient. Il me reste à vous donner rendez-vous pour notre prochain webinaire 30 minutes avec. Ça sera le 16 février à 18h comme d'habitude, et nous aborderons le thème de la magie dans la rééducation en psychomotricité avec notre collègue très expert Aurélien Dignasio, qui est à la fois psychomotricien et magicien et qui introduit la prestidigitation dans ses accompagnements avec les enfants présentant des troubles du neurodéveloppement. Ça sera absolument passionnant. C'est l'heure de se quitter pour ce soir. Merci à toute l'équipe d'Octopus. Merci à vous, les participants, et surtout un grand merci à vous, professeur Manuel Bouvard. C'était vraiment un très bon moment, très clair, très instructif. Et je pense que tout le monde sera unanime sur cette question. Merci à vous et excellente soirée. Et éventuellement, l'équipe d'Octopus a mon mail si vous avez des questions ou des demandes d'approfondissement avec plaisir pour essayer de vous y répondre. Merci beaucoup, professeur, pour votre générosité. À très bientôt et rendez-vous le 16 février pour le prochain webinaire 30 minutes avec. Au revoir. Au revoir.